Bonjour, chers abonnés. Dans le cadre du lancement de notre concept Cœur Conquérant, nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de Boubacar Roger Thiam, partenaire du fonds d'investissement Swan Capital. Bonjour Roger, comment tu vas? Bonjour Wally. Tu sais que tu as du pain sur la planche. Il s'agit du premier numéro de notre concept Cœur Conquérant. J'ouvre le bal. Je vous le vois. Je compte sur toi en tout cas. Ben écoute, je suis hyper honoré. En tout cas, c'est un réel plaisir pour nous d'avoir cette chance d'échanger avec toi Roger. Mhm. Aujourd'hui, tu es partenaire jeune Sénégalais de 35 ans. Tu es partenaire au sein d'un fonds d'investissement qui aujourd'hui gère près de, on va dire, 9 milliards d'euros. Alors, c'est quoi le rôle d'un partenaire en fait, dans son premier? Ben écoute, merci beaucoup Wally et bienvenue chez Swan, dans les locaux de Swan Capital. Bienvenue à tes équipes. Merci d'être venu me voir et puis merci de me mettre la pression. Je vais essayer de rendre cette interview le plus simple possible, le plus interactif possible. Alors, être un partenaire, c'est clairement être un cadre de haut niveau, un associé de cette société de gestion. C'est détenir des parts de la société, c'est participer à des directions stratégiques et énormément travailler sur les sujets opérationnels. D'accord. Donc, c'est un mot, c'est un nom qu'on entend un tout petit peu partout, mais me concernant, ça reste un aboutissement. Le plus important, c'est Swan Capital et ce que Swan fait, justement. Swan Capital, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Swan Capital? Alors, Swan Capital Partners, je peux te raconter toute une vie, je peux te raconter un processus incroyable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Swan Capital, c'est une société de gestion de fonds d'investissement qui gère comme tu l'as dit, près de 9 milliards d'actifs sous gestion. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous analysons des dossiers, nous analysons des projets qui ont besoin de financement, qui ont besoin d'investissement. Et sur la base de l'analyse que nous faisons, nous finançons, nous investissons. C'est aussi simple que ça. Alors, nous sommes les pionniers de ce qu'on appelle l'ESG. Ce sont des critères, ce sont des valeurs. Donc, des critères environnementaux, S comme critères sociaux et la gouvernance. Pourquoi je te parle de ça? C'est que personnellement, depuis que je suis en France, j'ai toujours fait le choix de rejoindre des aventures où mes valeurs sont représentées, sont visibles. Et donc, en tant que jeune immigré en France, africain, sénégalais, sérère, rejoindre une société dans laquelle ma diversité est une vraie valeur ajoutée était vachement importante pour moi. Donc, quand j'ai entendu parler qu'il y a une société, il y a un fonds d'investissement qui est capable de faire de la finance utile, donc choisir des projets d'impact qui sont a priori pour beaucoup non rentables, les accompagner et les rendre rentables, non seulement économiquement, mais aussi les rendre rentables pour toute la société. Donc, Swan fait de l'investissement sur ce qu'on appelle des actifs non cotés en bourse. D'accord? Et Swan fait des investissements à travers ce qu'on appelle le private equity. On investit aussi en infrastructure, on investit sur ce qu'on appelle de la multistratégie en indirect. C'est-à-dire que, par exemple, pour des projets qui se trouvent en Afrique, donc hors de l'Europe, qui est notre zone de jeu, on va passer par d'autres sociétés de gestion qui ont, eux, levé des fonds pour investir directement là-bas. Donc cet investissement indirect, nous en faisons via le primaire, via le secondaire et beaucoup de direct à impact. Nous avons lancé des fonds chez nous comme Swift, un fonds d'impact qui va investir par exemple sur des projets de biométhanisation, comment à partir de déchets agricoles, on va créer du gaz vert, etc., etc. Donc Swan, c'est une belle aventure et aujourd'hui je suis content d'appartenir à cette belle famille. Voilà. Roger, tout à l'heure tu parlais d'investissement indirect en Afrique. Peut-on s'attendre aujourd'hui à ce que Swan ait un impact plus significatif dans les pays africains? Alors, c'est mon objectif principalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre activité se concentre essentiellement en Europe. D'accord. Voilà. Par contre, ce qui est très important, c'est pour connaître le marché africain et comment l'investissement en Afrique fonctionne,
c'est important de travailler avec des spécialistes, des experts de l'Afrique. Donc je vais citer peut-être une société de gestion pour laquelle j'ai déjà travaillé d'ailleurs, qui s'appelle Meridiam, en tant que consultant. Alors Meridiam, eux, ils sont spécialisés, ils ont des fonds dédiés pour l'Afrique, pour les projets africains. Ils ont les équipes qui connaissent la culture africaine, qui connaissent les projets africains, qui connaissent les réglementations en Afrique, et donc qui sont beaucoup plus habilités à investir sur le sol africain. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'ils vont lever des fonds, on va prendre des participations dans ces fonds. Je donne un exemple simple, Dakar Mobilité, le concessionnaire qui est en train de déployer le BRT au Sénégal. Ils ont pu lever l'équivalent de 135 millions d'euros. Ces 135 millions d'euros, Meridiam a fourni les 21 millions d'euros. Voilà. Donc, à travers ces investissements en indirect, parce que Swen a fait partie de ceux qui ont mobilisé justement le fonds qui a investi dans Dakar Mobilité. Donc, on ne gère pas en direct Dakar Mobilité, mais Meridiam et Fonds 6 font ce travail-là. Donc Meridiam avait mis autour de 21 millions, Fonds 6 avait mis 9 millions. Ensuite, l'apport restant, c'était des prêts qu'ils ont fait à travers d'autres établissements comme Proparco, etc., qui ont pu mobiliser autour de 90 millions le reste. Et puis ensuite, ça va être l'assistance technique et l'Union européenne qui complète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Meridiam, nous, on co-investit avec Meridiam sur des projets africains. Mais c'est Meridiam qui a le lead sur la gestion, le choix des projets et le pilotage, le suivi, etc. C'est intéressant. Aujourd'hui, peux-tu nous parler de ton quotidien en tant que partenaire au sein d'un fonds d'investissement comme Swen Capital? Effectivement. Donc, chez Swen, je suis le directeur du département ingénierie, data science financière et du département système d'information. Alors, c'est une équipe que j'ai mis du temps à créer. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est que Swen, c'est plus de 12 nationalités. Alors, tu vas retrouver des Marocains, des Colombiens, etc., etc. Il y a quand même 3 Sénégalais. Voilà. Donc, et donc, cette équipe, il y a un pôle qui gère toute la partie ingénierie, logiciel, etc. Il y a un pôle qui gère toute la partie data science financière. Il y a un pôle qui gère tout le système d'information. Alors, nous sommes tous des ingénieurs financiers de formation. Notre job, ça va être essentiellement de pratiquer les mathématiques dans la finance. De toute façon, les mathématiques, c'est la seule chose que j'ai jamais su faire de toute ma vie. L'entrepreneuriat est venu de façon peut-être naturelle. Et du coup, notre quotidien, ça va être de calculer des positions de ces fonds, les positions de nos clients. Un exemple tout simple, il y a des produits, des fonds qu'on lève qui sont ouverts aux particuliers. Si demain, toi, Charles Wally, tu as une épargne qui est considérable, tu veux te diversifier, tu vas investir dans ces fonds. Demain, tu vas avoir accès à un portail qui te donne tes positions au jour le jour. Tu as mis 10 millions, peut-être dans 3 mois, ce sera valorisé à 16 millions. Donc tous ces calculs-là, sur la base des cash flows des sociétés investies ou des fonds dans lesquels on investit, sont justement récupérés par mes équipes et les calculs sont traités par mes équipes. Voilà, donc là, rien qu'avant de venir peut-être vous rejoindre, on était dans des casse-têtes incroyables, un sujet de ce qu'on appelle dans l'industrie le cash flow forecasting, c'est-à-dire que avant de lever un fonds, on va penser le portefeuille qui va accueillir ce fonds. Bon, la constitution de ce portefeuille doit se faire selon un certain nombre de métriques, des stratégies. Et donc le choix des actifs qui vont recevoir justement l'argent collecté est aussi très très important. Pour ce faire, on va aller récupérer le maximum de données, les sociétés qu'on cible, etc. Donc leur comptabilité, les chiffres clés. On va récupérer des critères qualitatifs. Est-ce que dans ces sociétés-là, ils pratiquent la parité? Je te parlais d'ESG. Est-ce que les services qu'ils proposent à l'économie, ce sont des services polluants, etc., etc. Et toutes ces données qu'on récupère, nos data scientists vont les compiler. Et une donnée, c'est une information, et une information aide à la décision. Et donc nous, on va les compiler et on va faire de telle sorte que le portefeuille soit constitué de manière équilibrée tout en respectant tous les critères ESG que pratique la maison. Et justement, le cash flow forecasting va permettre de vendre le fonds pour aspirer le maximum de clients
à venir mettre leur argent dans ce fonds. Parce qu'on va être capable, avant même de lever le fonds, de leur proposer un prévisionnel de qu'est-ce que potentiellement peut apporter leur investissement en termes de rentabilité. Donc Charles, tu seras content par exemple de voir que via nos calculs, dans 5 ans, tes 10 millions vont faire un multiple de, je sais pas, de 10. Et tu seras bien content du coup de nous confier ton argent afin qu'on puisse faire vivre l'économie en investissant dans des projets utiles. Voilà. C'est bon à savoir. Roger, exactement. Tu fais partie, selon le magazine, Corporate Finance News. Ah oui. Des très experts en data financière, les plus en vue. Félicitations. Bah, merci beaucoup, un sacré privilège. Et j'espère que ça va inspirer le maximum de jeunes. Hein. Charles, tu sais, je suis hyper convaincu par le fait que nous qui sommes là devrons inspirer des jeunes, parce que quand on est venu, il y a eu des Sénégalais qui nous ont inspirés. Et faisons de telle sorte que chaque jour, tous les pas qu'on pose puissent inspirer les jeunes qui viennent d'arriver ou qui se cherchent encore. Hein. Donc, effectivement, faire partie des 13 experts cités en France dans le domaine de la data science financière, en tout cas dans l'industrie du private equity, donc du capital investissement, c'est un sacré pas en avant. J'en suis hyper fier, je rends grâce à Dieu, là, sur mon côté religieux, mais j'espère vraiment que ça va inspirer la génération qui nous suit, nos petits frères, et nous aussi, ça va mettre un peu la barre un peu plus haute afin qu'on essaie de tout le temps faire des efforts. Voilà, donc je suis content. Et quel est ton secret d'ailleurs? Le secret? Le secret pour en être à ce niveau à l'âge, aujourd'hui tu n'as que 35 ans. Alors, le secret, alors d'abord c'est, je crois fermement au travail. C'est-à-dire que même à l'école, tu te retrouves dans une classe avec peut-être des gens beaucoup plus brillants que toi. Mes grands-parents qui m'ont éduqué, mon père, ma mère qui m'ont éduqué, m'ont mis dans la tête que si je travaille plus, ah ben j'obtiendrai plus. J'ai travaillé plus et j'ai vu le résultat. Ça ne veut pas forcément dire que le résultat est tout le temps positif. Mais même l'échec qu'on obtient après un lourd travail devient finalement un succès. La satisfaction de t'être dépassé, d'avoir fait plus que les autres, d'avoir réfléchi plus que les autres. À mon avis, c'est ça le secret. De tout le temps se surpasser, de tuer ton propre benchmark. Voilà. Donc je me regarde dans le miroir quand il y a un nouveau projet ou une nouvelle opportunité, je me dis mais qu'est-ce que l'ancien Roger aurait pu faire de plus que ce que j'ai fait aujourd'hui? Et dès que je me rends compte que ce que j'ai fait aujourd'hui est beaucoup plus parlant et beaucoup plus impactant que ce que le Roger d'hier avait fait, ah là je suis content, j'appelle mon père, je lui paye une bouteille de vin. Et voilà. Donc le secret c'est ça, c'est le travail. On est dans un pays qui est étranger à notre culture, à notre façon de faire, à beaucoup de choses. Ce qu'on a à faire, c'est de nous adapter en travaillant fort, en utilisant justement notre intelligence sociale, notre intelligence émotionnelle. L'intelligence intellectuelle, nous l'avons déjà. Il faut travailler d'autres choses, d'autres leviers et être ambitieux. Voilà, donc le travail, beaucoup de travail. Et tout à l'heure, tu faisais référence à l'échec. Quel est ton rapport à toi avec l'échec? Alors, un rapport très familier. C'est ça qui est bizarre. Charles, c'est incroyable. J'ai l'impression que je me suis fait à l'idée que l'échec est une réussite lorsque on a tout donné. Parce qu'à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, at the end, on en ressort grandi, beaucoup plus malin, avec des raccourcis pour le next move. Mais par contre, il faut avoir l'énergie pour le next move. Pour rebondir. Voilà, donc l'échec, c'est quelque chose que je connais à travers pas mal de choses, à travers... Je suis né dedans. J'ai grandi dans un contexte où l'échec n'était pas permis, mais acceptable. Je me suis habitué à
à le gérer, à en faire une force. Et du coup, c'est plus devenu un échec, c'est devenu une étape pour moi. Est-ce que tu vois, quand je suis arrivé en France, j'ai reconnu ce même échec. J'ai appris à le regarder en face, à rigoler quand je le vois. Et j'ai appris à également considérer mes réussites comme également des étapes. Donc pour moi, échec, réussite, c'est des étapes. Il y a un plan que je me suis fixé dans ma tête depuis hyper jeune. Tout ce que je vis de ma naissance à l'aboutissement de ce projet, pour moi, ce sont des étapes. Est-ce que tu vois? Je ne me focalise pas sur un état qui est l'échec, un statut qui est l'échec. Ce statut, c'est un workflow, c'est un statut qui évolue. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu et j'espère clairement qu'il y aura plus de statut réussite que d'échec. Mais peut-être on en reparlera plus tard. Mais dans mon enfance, dans l'entrepreneuriat, même dans sa vie privée, on connaît ce facteur, l'échec, et qu'est-ce que ça fait chez l'être humain. Et en parlant d'entrepreneuriat d'ailleurs, Roger, tu fais partie quand même de ces jeunes qui contribuent énormément à l'économie du Sénégal. Tu as su lancer plusieurs entreprises, notamment Teranga Nutrition, Eden Agriculture, Teranga Transport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et j'ai une autre question à te poser d'ailleurs en rapport avec l'entrepreneuriat. Mais dans un premier temps, j'aimerais en savoir plus sur tes activités entrepreneuriales. Alors j'ai toujours évolué dans l'univers du capital investissement depuis la sortie de l'école. Bon. Le capital investissement, c'est qu'on investit dans des projets. À the end, même si on investit dans des fonds en indirect, on investit à la fin, l'argent, c'est une société qui va le capter pour produire son service, son produit. Et donc, en évoluant dans cet écosystème, j'ai vu tellement de projets, Wally, sur l'éducation, sur l'infrastructure des autoroutes dans tel pays, sur la santé, des hôpitaux à créer, sur l'industrie pharmaceutique durant le Covid, ou des sociétés qui produisaient des tissus. On a dû aller dans leur board et leur dire vous n'allez plus produire des tissus ni des t-shirts, mais vous allez faire des masques en tissu parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans 3 mois, dans 4 mois. Ça, c'est le job de forecast que nous faisons, nous, les ingénieurs financiers. On anticipe en fonction de data qu'on récupère un peu partout. Ces gars qui nous regardaient comme ça à l'époque, qui nous disaient mais vous êtes fous, c'est pas parce que vous nous donnez de l'argent que vous allez changer notre business model. Mais à la fin, ils nous ont fait confiance. On a pu produire énormément de masques en tissu, aider la population française et en Europe, et aussi créer de la rentabilité pour nos investisseurs. Donc, toutes ces années, toutes ces expériences passées avec ces jeunes patrons, souvent ils sont jeunes, c'est pas ils ont notre âge. À un moment, ils m'ont dit, mais ils m'ont fait penser à quelque chose. C'est vrai, Roger, tu les accompagnes, mais qu'est-ce que tu as, toi, clairement? Qu'est-ce que tu fais pour l'économie sénégalaise à distance? Toi qui es membre de la diaspora. Et donc, à force de me poser cette question, à un moment donné, je me suis dit, mais ça sommeille en moi, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça sommeille en nous tous. On a une idée qui répond à un problème et on va dépenser de l'énergie et beaucoup de résilience et beaucoup de notre argent pour concevoir la solution et le proposer à des gens. Voilà, je l'ai fait en étant étudiant, je l'ai fait au Sénégal et à un moment donné, le fait d'avoir traversé toutes ces sociétés de gestion, que ce soit la Banque africaine de développement, que ce soit souvent en Suisse, Lombard Odier, tout ce parcours que j'ai eu, j'en ai vu des patrons qui ont mon âge et j'ai investi dans leur société à travers les fonds d'investissement auxquels j'appartenais. Je me suis dit, il est temps que je me l'applique, toute cette connaissance de gestion d'une société. Tout ce corporate finance, il va falloir que je l'applique. Et j'ai commencé à me l'appliquer. Mais ça a commencé par des échecs, mon gars. Tiens-toi bien. Mais incroyable. Hein. Je n'osais même pas appeler ma mère à un moment donné quand elle me disait il faut envoyer des trucs. Tellement tout mon argent est allé dedans. Mais l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose de normal que j'ai toujours fait.
depuis que je suis gamin à Grand-Yoff jusqu'à ici à Paris. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et on est entrepreneur ou on le devient? Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la combinaison de traits acquis et innés. Est-ce que tu vois? Il y a des personnes, peut-être comme toi, hein, Charles, qui ont les prédispositions, qui ont cette appétence au risque, qui ont l'organisation, le leadership pour le faire. Mais il y a d'autres personnes, comme ma femme. Attention. Non, et attention à ce que tu vas dire. Non, Ali, qui sont devenus incroyables. Karine est devenue une puissance entrepreneuriale, mais incroyable. Alors que, je me rappelle, à l'époque, elle était contre ces histoires d'entrepreneuriat. Elle, ingénieure, et j'ai mon CDI, mon salaire, mon mari, mes enfants, je suis bien. Mais elle l'a acquis à coup d'abnégation, mais surtout un besoin qu'elle a eu. Et pour la petite anecdote, je vais te raconter. J'ai testé énormément de projets. C'est quand elle est rentrée dans le game, comme on dit, que Teranga Nutrition est né. Pourquoi? Parce qu'on a eu notre fils, du coup, qui est né et qui avait 2 ans d'écart avec notre fille, Maria. Et donc, on s'est retrouvés une année où les deux étaient à la crèche. L'addition, chaque mois, était salée. Et donc, il fallait qu'on trouve une solution rapide pour avoir de la trésorerie, pour maintenir notre niveau de vie, parce qu'on aime vivre, elle et moi, et en même temps, supporter ses charges. On s'est assis, on a fait un brainstorming. Je lui ai dit, là, tu n'as plus le choix, il faut qu'on travaille ensemble. Elle m'a dit, tu vois, là, il ne faut pas que tu rentres encore dans tes gros projets là, ADS, Petit Sénégalais. On fait un truc simple, on achète, on vend. Et du coup, elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'on peut acheter facilement qu'on vend? Et puisque je suis un gros sportif, et j'accompagnais beaucoup de sportifs qui faisaient du bodybuilding et des lutteurs qui venaient ici se préparer, je dis, mais je connais des fournisseurs de protéines. Pourquoi on ne ferait pas ça? Et c'est venu comme ça. Tout de suite, elle a pris la main. Tu connais les femmes. Elle a pris la main. Gestion des équipes, recrutement, création des boutiques, etc. etc. Là, tu nous parles de Teranga Nutrition, c'est ça? Voilà, là, je vous parle de Teranga Nutrition. Donc, et avec une approche 2 fois plus pragmatique. Parce que elle a ce côté organisation qu'elle a toujours eu. Mais par contre, elle est devenue une chef d'entreprise. Oui. Voilà. Mais elle l'avait jamais expérimenté, contrairement à moi, qui avait créé Petit Sénégalais parce que je voulais pas faire plonge quand j'étais étudiant, qui est passé par ADS Partners avec des potes. Bon, ADS a échoué, qui a fait des grossistes au Sénégal. Je me suis dit, bon, là, il faut que je rentre dans l'industrie des sacs de riz. Ça a fonctionné un moment, ça a bloqué. Petit Sénégalais, aujourd'hui, même si à chaque fois que je rencontre un de nos anciens, il me reconnaît. C'est pas toi le petit jeune qui vendait du pain là, en sortie des boîtes de nuit. Je lui dis oui, c'est moi. Ils sont très fiers de Petit Sénégalais. Parce que j'avais ce truc. Mais elle l'est devenue. Et j'en suis hyper fier. Et ça te montre qu'en fait, l'entrepreneuriat, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le chef de famille qui va au travail, qui revient, qui règle des problèmes. C'est de l'entrepreneuriat. Le jeune qui le fait, qui est dans une association à but non lucratif, il est dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu vois? Donc, beaucoup l'ont et sur ceux qui l'acquièrent dans le temps, ils sont tout aussi bons que ceux qui l'ont toujours pratiqué. D'accord. Aujourd'hui, Roger, partenaire d'un fonds d'investissement et entrepreneur qui a su quand même lancer plusieurs boîtes, notamment au Sénégal. Est-ce aisé de concilier les deux? Alors, honnêtement, j'essaie même pas de concilier les deux. C'est devenu ma vie. Avant toute chose, je suis, et je pense que tu l'as senti, je suis un mari dévoué, un papa hyper comblé. Attention, attention, madame, elle va voir la vidéo après. C'est pour ça que je fais hyper attention aux mots que mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ma vie, ma famille et le travail. Et dans le travail, il y a le fonds d'investissement
et il y a l'activité d'entreprise, mes entreprises. Et donc, je ne dissocie pas Swen à mes entreprises. J'ai rejoint Swen parce que c'est l'univers parfait pour moi pour accompagner des entreprises, pour voir leur création de valeur dans la société. Je suis hyper fier quand j'allume la télé et que je vois une société qui est plébiscitée, alors qu'à l'époque, c'était juste un projet dans un logiciel. Et quand on voyait les patrons venir pitcher tout timidement, etc., c'est une fierté. Donc, quand je crée ma société, c'est parfaitement en adéquation avec voilà, ce vecteur-là, ce véhicule qui est Swen. Et je suis également dans une maison, Swen, qui l'accepte, dans laquelle, justement, je ne suis pas juste un numéro. Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai gravi les échelons, mais on m'encourage. J'ai des collègues qui viennent dans mes boutiques ici à Paris. Est-ce que tu vois, moi, je vais dans les bars ou des restos de mes collègues. Parce que c'est notre univers. L'entrepreneuriat, c'est notre vie. Donc, qu'on soit du côté passif en tant qu'investisseur ou qu'on soit dans l'actif en tant que société qu'on porte, qu'on détient, pour nous, c'est la même chose. Est-ce que tu vois? Le plus dur, c'est de convaincre madame qu'il faut que tu finisses tard le soir parce que tu as des dossiers à terminer. C'est ça, c'est le plus dur. C'est dur. Voilà. Donc j'en déduis que être partenaire, être entrepreneur, être un époux et un papa dévoué peuvent aller de pair. Ça peut aller de pair. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir inclus ma femme dans le processus. Au début, c'est vrai, de notre mariage, j'étais à 10 000 à l'heure. J'ai toujours été... Enfin, tout le monde me connaît en me disant « Roger, c'est une flèche ». C'est-à-dire qu'il est dans 10 000 choses à la fois. Beaucoup ont même pensé que j'étais un peu dispersé. Mais j'étais hyper organisé dans ma tête. Le matin, je me réveille, j'ai ma petite liste que je fais devant les revues de presse des médias du Sénégal, de ce que je vais faire dans la journée. Dans la semaine, le dimanche, je me prépare. Donc je sais exactement, je suis organisé, c'est mon monde. Je suis câblé pour ça. Par contre, ma femme, elle se levait, elle faisait comme monsieur lambda. Monsieur et madame lambda, je vais au bureau, 9h30, je finis à 18h. Et à la fin, le soir, à la maison, il faut qu'on fasse à manger, on doit laver les enfants. Roger, tu dois faire ceci, etc. etc. Et donc, on avait deux directions différentes. Et quand Teranga Nutrition est arrivé, enfin, on a eu la même vitesse de travail, les mêmes réflexions, les mêmes échanges. Ça nous oblige à dîner ensemble tout le temps. Est-ce que tu vois, à échanger tout le temps, à accepter l'autre comme elle est, à devenir qu'un. Donc, et ça, je rends grâce à Dieu. Parce que clairement, ça fait maintenant 7 ans qu'on est mariés. L'entrepreneuriat a été un peu le barycentre. Pourquoi? Parce que au-delà des sociétés qu'on a pu créer, on fait de l'entrepreneuriat même dans notre propre maison. La gestion des enfants, la gestion des belles familles, la gestion, machin. On échange. Comment on trouve des solutions pour faire travailler, pour faire coexister tout le monde. Rassembler la famille, les petits frères, les petites sœurs, etc. C'est notre rythme. L'entrepreneuriat n'est plus juste une chose économique. C'est devenu un trait de caractère. C'est devenu une valeur, comme l'est l'éthique, comme l'est ma passion pour l'environnement, comme l'est ma passion pour la déonto. Pire qu'une passion, la déonto dans les affaires. Et ça, elle l'a aussi. Donc, pour moi, voilà, c'est bizarre hein, pour beaucoup de gens. Dans votre vie de couple, j'ai l'impression que l'entrepreneur est devenu un moyen de communication. Mais énormément. Regarde, aujourd'hui, un chef d'entreprise qui a l'habitude de s'organiser, de communiquer avec des banques, avec des clients pas satisfaits, etc., il développe un certain nombre de caractères. Mais il développe surtout la patience et la résilience. La patience et la résilience, je suis jeune dans le mariage, c'est vrai. Mais pour moi, ce sont des facteurs déterminants pour la longévité d'un mariage. À travers ces instruments que sont les entreprises qu'on a créées, que sont la famille qu'on a pu réunir, ces facteurs, ces traits de caractère sont devenus très matures chez nous. Et donc, on l'emploie pour préserver notre mariage. Même quand il y a des désaccords, tu sens que
elle prend sur elle. Des désaccords qui sont liés à l'entreprise ou qui sont liés à notre vie de couple, elle prend sur elle. Dans sa communication, elle est tout le temps voilà, dans la rondeur des choses. Elle essaie de voir comment aborder le sujet sans pour autant heurter ma sensibilité, par exemple. Et ça, je sais qu'elle l'a pratiqué avec des clients compliqués. Parce que je l'ai vu devenir la chef d'entreprise qu'elle est. Et donc, des valeurs. Voilà. Il faut que... Et puis voilà, c'est ma philosophie. Pour moi, dans la vie, tout ce que tu fais, il faut que tu y retrouves tes valeurs. Sinon, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Et ça ne va pas durer. D'accord. Et à part l'entrepreneuriat, ouais. Est-ce que tu as d'autres hobbies? Parce que moi, je déduis de notre échange que pour toi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du travail, en fait. Non, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, tu vois, une passion. Tu vois, tu peux pas dire que c'est du travail. Je te dis, par exemple, je vais répondre à ta question. Je vais revenir sur Petit Sénégalais. Je viens en France, déjà à galère pour venir en France, Wally. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Ouais, c'est parler tout à l'heure. J'arrive à Tours, difficilement. Tours, c'est au centre de Paris, parce que c'est là où se trouvait ma classe préparatoire. Et je vois les Africains, tout le monde me parle de job étudiant, quoi. Mais le problème, c'est que job étudiant n'apportait pas suffisamment pour aider des amis à Grand Yoff, etc. et soutenir mes factures. C'est vrai. Et un jour, pour décompresser, on nous dit il faut qu'on sorte, il y a un club, machin. Et du coup, nous, on est arrivés hyper tard. On est arrivé vers 3h, 4h, et je voyais les gens qui sortaient, ils avaient faim. Ils voulaient boire, ils voulaient manger. À l'époque, il n'y avait pas les kebabs, tout ça. C'était les 2007, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'arrive à l'internat, je chauffe les potes camerounais, parce que j'étais le seul Sénégalais là-bas. Il y avait 2 Camerounais. Je leur dis, samedi prochain, n'allez pas faire plonge, venez avec moi. On va faire quoi? Je dis, faites-moi confiance. On est allé au supermarché. on a pris du pain, tu vois les pains là, 90 centimes. On a acheté les pots de mayonnaise Pousse, donc les marques, les bad brand, les plus moins chers. On a pris des jambons, on a pris des trucs comme ça. Il me dit, mais Roger, tu fais quoi? J'ai dit, laissez. Et donc, à côté de l'internat, il y avait, tu vois, les dépôts de voitures. Il y avait un Maghrébin qui était là-bas, Karim, qui est un excellent ami. Je suis allé le voir, je lui ai dit, Karim, j'ai le permis sénégalais. À l'époque, tu pouvais conduire avec le permis sénégalais. Je veux juste que tu me loues la voiture. Il me dit, mais toi, la voiture, là, il n'a même pas de papier. J'ai dit, il faut que tu me loues. Moi, je suis prêt à te filer quelques billets. J'en ai besoin pour la soirée. Il me dit, t'inquiète, prends. On prend la voiture avec mes potes, on nettoie. On met l'essence, on met ça s'allume. On va voir le videur qui était sénégalais là-bas. Je lui dis, je veux juste me parquer là. Après, je te file un billet. On va vendre du pain, des mayonnaises, thon, etc. Mon gars, on n'est même pas resté 1 heure. Toutes les miches de pain qu'on avait achetées à 90 centimes, je te mets juste trait de mayonnaise et je te le vends à 5 euros. Et ils ont bu, ils achetaient. Et ils ont faim, ils achetaient. Et petit à petit, le sujet, le projet est né jusqu'à toucher Paris. Parce que j'avais compris le truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, clairement, pour moi, si une personne ne visualise pas ce qu'il y a autour d'elle, elle ne verra pas toute la chance qui est de créer quelque chose qui t'appartient. Mais cette capacité de prendre des risques, de se lancer, est-ce qu'elle est donnée à tout le monde? Ça, c'est le sujet. Comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui l'acquièrent. Mais moi, je suis né à Grand Yoff. Voilà. Je suis né à Grand Yoff. Et à Grand Yoff, si tu ne sais pas t'adapter, mon cher ami, ça va être compliqué pour toi. Et j'ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents. Voilà. Le déclencheur de tout ça, c'était ma grand-mère. Elle avait la petite table à Khariala, la petite table en face de la maison, et elle vendait des cerises, elle vendait un peu de poisson, elle vendait un peu de tout. Sauf qu'elle ne sait pas compter, elle ne sait pas écrire.
Et donc, moi qui étais en classe primaire, à midi, je remarchais pour revenir à la maison. Mais avant de manger, elle me donnait le cahier et j'écrivais toutes les ventes qu'elle avait faites parce qu'elle mettait des traits à chaque fois sur une petite ardoise. Est-ce que tu vois, avec des symboles pour dire ça c'est cerise, ça c'est mad, ça c'est mangue, etc., etc. Et donc je tenais la comptabilité. Et le soir, on faisait le point. Et donc, à chaque fois que je faisais ça, le week-end, elle me donnait justement ma paye. Tiens, prends ça. Bon, naturellement, moi, j'allais cotiser pour les matchs de dimanche où chacun mettait l'argent et gagnait quelque chose. Comme on dit. Exactement. Et donc, le dimanche, comme par hasard, puisque je le faisais pour ma grand-mère, le groupe de mon quartier, de mon âge, il me confiait les cagnottes. Quand on gagnait, il me confiait les cagnottes en disant c'est toi qui gères, qui mets dans le condamné, etc., etc. Tu vois? Et donc, à cette époque-là, on était jeunes, mais j'étais déjà presque dans la comptabilité. Parce qu'il fallait beaucoup, pour se faire choisir dans le quartier déjà, fallait une attitude. Il fallait que tu montes pas mal de choses pour que les gars aient confiance en toi. Et puis surtout, on était en train à notre échelle, de nous comporter comme si on avait une banque en vrai. Parce qu'une banque n'est rien d'autre qu'un coffre-fort, où quand tu as de l'argent, tu viens déposer. Et quand tu as besoin d'argent, tu viens emprunter et on te dit il y a des intérêts à payer. Tu viens emprunter 100, tu vas rembourser 120. Ça, c'est une banque. Contrairement au fonds d'investissement qui est complètement différent. D'accord? Mais nous, la cagnotte qu'on gagnait, ça servait à acheter des fois des fournitures pour un pote qui a, par exemple, perdu son cahier ou sait que quand il part, là, c'est à un moment, on va. Est-ce que tu vois? Etc., etc. Donc ça a commencé dans ce contexte-là. Ma grand-mère, quand elle partait en Casamance, elle m'a mené. Je voyais comment ça se passait, comment elle achetait chez le fournisseur, comment elle négociait. J'ai grandi avec cet état d'esprit. C'est pour ça que quand je suis venu, Petit Sénégalais est venu et c'est venu comme une évidence. Je voyais exactement les choses, comment ça allait se passer. J'en ai essayé des trucs. Les pneus usagés, j'ai essayé d'amener, ça n'a pas fonctionné. J'ai tout essayé. Voilà. Mais c'est venu grâce à mon environnement qui m'a forcé à devenir un peu plus, qui m'a aidé à être plus mature dans les affaires qu'un jeune de mon âge, lambda. Voilà, donc, et d'ailleurs, ça a fait qu'à un moment, mon père, quand il est venu, il a vu tout de suite que ce gars, la seule chose qu'il sait faire, c'est les mathématiques. Toutes les autres trucs, machin, et il a insisté dessus. Voilà, donc pour moi, tout ça, c'est ma vie. C'est ce que je sais faire. Est-ce que tu vois? Au-delà de l'investissement, c'est le projet. C'est là où je prends plaisir. Et quand je vois clairement que, pour ça, quand je faisais la finance et que j'ai vu qu'il y a une branche qui permettait de faire de la finance utile en préservant la planète, en investissant dans des projets qui sont bénéfiques à tous, qui sont rentables économiquement, putain, mais je suis parti direct là-bas. Parce que valeur plus finance qui donne la rentabilité économique, à une époque, c'était hyper rare. Swen Capital, à l'époque où on le mettait en place, beaucoup dans l'industrie de la finance disaient mais ils sont fous. Ils laissent tomber des projets de milliards parce que simplement ce projet va polluer. Mais ils sont malades, eux. Mais on y a cru. On y a cru. Et l'abnégation, les valeurs dans les affaires, on l'a amené. C'est pour ça qu'on est devenu les pionniers en Europe de l'investissement responsable. Je sais qu'il y a une phrase qui a attiré mon attention. Tu faisais référence aux études, aux mathématiques. On est d'accord, il faut être résilient. Ouais. On est d'accord, il faut avoir le goût du risque. Mais c'est important aussi de faire les études. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. De toute façon, sans éducation, on ne découvre pas son plein potentiel. Et au-delà des études, je parle de l'éducation en règle générale. Effectivement, l'éducation est vaste. Nous, on a suivi la scolarité classique, l'école française, appliquée en Afrique. D'autres de mes amis qui sont aujourd'hui devenus d'excellents, mais des millionnaires au Sénégal, ils ont fait d'autres études dans les daras. Ils n'ont pas appris comme moi. Oui.
mais dont un qui, moi, est un de mes... il est très fort. Lui, il est passé par les Dara à Touba, et aujourd'hui, mais il a un des... Il gère, mais je ne sais pas combien de têtes de moutons au Sénégal. Il est dans l'élevage. Et il gagne 2 fois plus que nous tous réunis. Donc, l'éducation te permet d'apprendre ce que c'est la résilience, de sortir de ta zone de confort, d'absorber du savoir, de le restituer, d'être challengé durant les examens. Tu sais, l'examen, c'est ça. Tu as appris quoi? Bah, réponds sur la feuille. Tu as 1 heure. C'est-à-dire, on te donne des deadlines, on t'apprend à travailler sous pression, à réfléchir vite, efficacement. Mais surtout, on te dit derrière, si tu veux être efficace en 1 heure, prépare-toi en amont. Suis tous les jours à l'école. Quand le prof te parle, sache que l'attention que tu lui appliques, c'est du temps que tu gagnes dans tes révisions. Et si tu y rajoutes, en plus de l'attention, la révision, chaque soir avant de te coucher, tu regardes tes cours, le jour de l'examen, même si c'est un examen surprise, mais tu es à l'aise. Au bout de 30 minutes, tu as donné ton... Et c'est ce qu'on applique quand on est adulte. Beaucoup de gens pensent qu'on est devenu autonome en France. C'est la diaspora, je leur dis tout le temps, diaspora, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on soit vraiment humble. Ce n'est pas la France qui nous a appris tout ça. On l'a appris depuis le Sénégal. D'abord en voyant nos pères, mais parce que l'éducation sénégalaise a en son sein des professeurs qui étaient hyper rigoureux. Je me rappelle à notre époque, quand tu voyais ton maître dans le quartier, tu fuyais. Non, tu fuyais. C'est vrai. Il avait un leadership, tu pouvais t'en inspirer, il y avait le respect, etc. etc. Donc, tout cet écosystème crée l'éducation, fait l'éducation. Et c'est ça, justement, que tu acquiers et qui te fait grandir, qui te fait résister, qui te fait utiliser ton intelligence intellectuelle, émotionnelle et sociale à bon escient. Et c'est pour ça que je dis aux Africains, peu importe où vous serez, mais si vous imaginez et que vous vous concentrez sur le potentiel que l'Afrique vous a donné, mais forcément vous explosez. Parce que plus pauvre que nous, là où on a grandi, il n'y en a pas. Plus résilient que nous, il n'y en a pas. Et donc quand tu arrives quelque part, le choc que les autres pensent être un choc qui te bloque devient juste une étape standard à franchir. C'est pour ça que beaucoup de nos collègues en France, quand ils nous regardent, ils nous disent mais tu manges quoi toi, tu bois ça? Parce qu'ils ne comprennent pas que ceci, on l'a normalisé grâce à notre éducation, grâce à notre culture, grâce à nos valeurs africaines. Est-ce que vous voyez? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Swen pour faire ma carrière. Parce que ici, je ne suis pas un Africain lambda. Ici, la diversité est une valeur ajoutée. Ce n'est pas juste du politiquement correct. Économiquement, ça fonctionne. Ok, il nous faut un Africain parce qu'il y a une touche. Il est rigoureux, il est intelligent, etc. etc. C'est une femme, on va le prendre parce que c'est du pas parce que c'est du politiquement correct. Parce qu'économiquement, ça fonctionne, etc. etc. C'est ça qui fait la force de Swen Capital. Et c'est pour ça que j'ai choisi Swen Capital. Donc tu vois que tout ceci, l'éducation, l'entrepreneuriat, c'est des briques qui se... Voilà. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Tout dépend de ton état d'esprit et là où tu mets le curseur. Mais voilà, la diaspora a un travail à faire. D'ailleurs, en parlant de la diaspora, on nous reproche de ne pas avoir un impact significatif sur l'économie, par exemple, du Sénégal. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue. La diaspora sénégalaise est brillante. La diaspora sénégalaise est résiliente. Elle est très forte. Mais oui, la diaspora ne pèse pas. C'est mon avis. Pourquoi?
le poids que la diaspora aurait pu avoir et va avoir, parce que je suis conscient que notre génération, on va jouer un jeu déterminant, n'est pas juste d'envoyer des 100 euros, 200 euros, 1000 euros pour aider la famille. C'est très important d'appuyer le fameux social de chez nous. Nos parents, nos proches, nos amis, c'est important. Mais à mon avis, là où la diaspora, vu son positionnement et son rayonnement, là où la diaspora aurait pu avoir un impact significatif, c'est au niveau de l'économie, donc de la politique. Concrètement, à chaque fois que je participe dans les marchés internationaux, je donne un exemple, le ministre des Finances du Sénégal est venu lever 775 millions dans le marché eurobond. Voilà. Ils émettent des obligations en devises étrangères dans les marchés internationaux. Ils ont eu 775 millions. Et tout le monde était content. Mais si la diaspora s'était organisée, avait créé un fonds d'investissement et avait acheté des obligations d'État ou avait participé dans ces levées, je te promets, mon cher ami, on nous aurait invités à nous asseoir sur la table pour parler. Et on est d'accord que c'est faisable? Totalement faisable, largement faisable. Il faut avoir un impact économique quand tu es une minorité. La diaspora, nous sommes une minorité. La population sénégalaise est concentrée peut-être en Gambie, France, Italie, États-Unis, Canada. Et je pense essentiellement France, Italie, Gambie. Quand on est une minorité, économiquement, il faut avoir de l'impact via des instruments à impact. Un fonds d'investissement de la diaspora privé, strictement privé, nous donnerait ce pouvoir-là. Des obligues d'État, on en achète en masse. À chaque fois que le président va parler, crois-moi, il va faire gaffe à notre sensibilité. Récemment, on a entendu le président de la République parler, et à un moment, il évoquait sa réputation sur le plan international. Nous sommes l'international. Nous sommes ses représentants ou ses challengers à l'international. Si nous nous étions organisés, et ce n'est pas trop tard, afin de créer cette structure, d'excellents financiers, il y en a beaucoup, aux États-Unis, au Canada, en France, enfin, partout, pour avoir cet impact économique, financer des projets au Sénégal, appuyer des initiatives, créer une presse complètement décomplexée, avec des lignes édito que nous pouvons proposer. Et ce serait considérable. Et c'est là où on aurait un impact politique. On ne se limiterait pas qu'à faire des manifestations à la place de la République. Est-ce que tu vois? Donc, notre diaspora a du travail. Il ne faut pas qu'on se limite à juste ce qu'on envoie. Ce qu'on envoie, c'est des 100 euros, des 1000 euros, des 10 000 euros pour aider la famille parce qu'il y a un besoin ponctuel. L'hôpital, il est malade. Voilà, il faut faire des courses, etc., etc. Il faut avoir des projets à impact. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon message et j'espère que ce sera un sujet qui sera travaillé et proposé sur la scène internationale très très bientôt. En tout cas, j'y crois. D'accord. Est-ce que tu as prévu de poser des actes qui iraient dans ce sens? Alors, actuellement, je suis en train de créer un réseau. Donc déjà du réseau, bon, on en a, mais dans le domaine du capital investissement, on n'est pas très très nombreux. Voilà. Au Sénégal, il y a de brillants financiers. Dans la diaspora, il y en a également. On est en train d'y réfléchir, de penser ce fonds d'investissement dédié à la diaspora sénégalaise. Et il ne faut pas que ceux qui nous écoutent pensent que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un fonds d'investissement, c'est un panier dans lequel des individus ou des sociétés vont mettre de l'argent dans le but d'investir. C'est pour ça que ces individus, ces sociétés sont appelés investisseurs. Ils investissent sur des projets à moyen, long terme. Voilà, dans le but d'avoir de la rentabilité. D'accord ? Donc,
selon sa détention naturelle, selon son niveau de participation dans le panier. C'est aussi basique que ça. C'est dans la mise en œuvre que c'est un peu technique parce qu'il faut de la réglementation, il faut du legal, donc beaucoup de juridique, etc., etc. Donc ça, justement, ces compétences, on est en train de les penser, mais là, faire. Il faut agir. Il faut agir. Voilà. On ne prend pas des débutants, on s'assoit autour de la table avec des sachants, ce qui fait qu'on gagne du temps. On veut faire. Effectivement. Voilà. Effectivement. D'ailleurs, sur le plan politique, les nouvelles ne semblent pas être très très bonnes. Je ne sais pas, quelles sont tes impressions? Et peut-être tu as un message à adresser aux parties prenantes. Vas-y. Hein. À mon avis, là c'est l'ingénieur, c'est le data scientist qui parle. Le peuple aura toujours raison. Des politiciens. C'est une question de données, c'est une question de masse, c'est une question de volume. Ça, c'est la partie scientifique. L'autre partie, c'est la dimension religieuse. Je suis un fervent croyant. Peu importe ce qu'un scientifique peut calculer, le paramètre Dieu, il ne l'appliquera jamais dans ses modèles. Il faut qu'on pratique la politique avec des valeurs. Et je suis conscient que tous ces politiciens ou ces partis politiques ont été créés, fondés sur la base de ces valeurs qu'ils ont intrinsèques, que chaque membre militant a, chaque Sénégalais a, et a obtenu avec la religion, avec son éducation. C'est ça le fondement de la création de ces partis. Et pour répondre à des besoins de société. Aujourd'hui, je ne vois plus tout ça. Je vois des gens qui se... Voilà. Et au détriment de ce peuple. Au détriment de ce peuple. Et clairement, ces dernières années, il y a un état de fait. Ce peuple semble avoir trouvé un leader. Mais laissons les choses se faire, naturellement. Parce que économiquement, ça commence à nous coûter très très cher. Chaque manifestation faite au Sénégal, chaque tuerie, c'est les agences de notation qui revoient les taux de crédit du Sénégal. Nos notes deviennent mais désagréables à lire. Et il faut penser à la suite. C'est des investisseurs en moins qui viendront. C'est des touristes en moins. Effectivement. C'est des infrastructures complètement bousillées. C'est le contribuable qui va financer tout ça. Alors, il y a autre chose aussi que j'aimerais souligner. Il y a eu des études qui ont été faites et tout ceci avait été prévu. L'Afrique, à un moment donné, voudra s'asseoir autour de la table. Pourquoi? Parce que ces dernières années, l'Afrique a vu le monde via ses enfants qui ont immigré. Mais le gros boom fut Internet. Les réseaux sociaux. Quand tu as l'information, comme je t'ai dit, tu as un outil pour décider, pour voir pour te projeter, pour voir ce qui se passe, ce qui se fait de mieux dans le monde, pour connaître le droit, pour connaître tes limites, pour avoir le savoir. Et j'ai l'impression que les politiques actuels n'ont pas vu cette génération. Ils sont en retard par rapport aux populations. Je ne sais pas s'ils sont en retard, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis des œillères. Parce que la population a changé complètement. Il y a 20 ans, peut-être qu'ils étaient peu nombreux des Sénégalais qui sont associés dans des fonds d'investissement qui gèrent 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vois
C'est juste qu'on est tous un peu cachés. Cette jeunesse revendique la souveraineté. Et au-delà de la revendiquer, elle met les moyens, les instruments pour aller vers la souveraineté. Et ils savent tous que le point déclencheur, c'est un leadership. Personne ne le leur enlèvera dans la tête. Parce qu'ils ont, grâce à Internet et l'éducation, des pays qui ont fonctionné grâce à un leadership, qui a appliqué l'éthique et la déontologie dans l'administration. Et dans les affaires d'ailleurs. Et ça a fonctionné chez eux. Ces personnes-là, ces jeunes-là, tu ne peux pas les empêcher de rêver. De vouloir ce que les autres ont de mieux. Donc là, c'est le scientifique qui te parle. Toutes les données montrent clairement qu'un changement, il y en aura. Il y en aura. Le sujet, c'est est-ce qu'on est prêt à payer le prix de ce changement? Et le prix de ce changement, c'est la démocratie. Démocratie. C'est un message que je lance aux jeunes. Le prix de ce changement, c'est d'exiger la démocratie. Et quel message lancerais-tu aux partis politiques qui aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ont leur mot à dire? Totalement, ils sont le barycentre de tout ça. Ils sont la partie visible de l'iceberg. C'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on entend dans les médias, etc. etc. Il m'est arrivé d'avoir des doutes sur certains leaders. Mais ce qui s'est passé récemment, je ne suis pas fou. Je vois clairement ce qui se passe. Et j'espère vraiment que les dialogues qui vont venir vont nous permettre de voter avant le 2 avril. Parce qu'il faut qu'il y ait une alternance le 2 avril. D'accord. En tout cas, Roger, je vois que tu n'as pas voulu répondre à une de mes questions. Tu n'as pas voulu parler de tes hobbies. Alors, oui, non, mais les hobbies, c'est... Teranga Nutrition est né d'un hobby, qui est le sport. Voilà, je pratique beaucoup de sport. Voilà, tu connais la fameuse anecdote ouais, j'étais footballeur, mais j'ai eu les croisés. Non, mais j'adorais le foot. Je me suis recyclé dans la musculation, dans le fitness en particulier. Et justement, j'ai créé Teranga Nutrition pour parler de la nutrition comme un facteur déterminant pour un sportif. Donc mon hobby principal, c'est le sport. Ensuite, passer du temps avec mes enfants, parce que c'est mon héritage, c'est mon sang, c'est ma trace dans ce monde. Donc le temps que je passe avec eux, je m'amuse, parce que je redeviens un jeune enfant, et puis je vois clairement toutes les heures que je passe au bureau, où est-ce que ça rentre. Clairement, le temps que tu passes avec eux, c'est des souvenirs qui vont rester gravés dans leur tête. Donc, comme hobby, c'est ça, c'est le sport et ma petite famille. Donc, cette famille qui m'est chère. Quand je suis arrivé en France, je suis venu, j'étais seul. À l'âge de 18 ans. 18 ans, mon cher ami. Et pour la petite anecdote, je suis resté 3 jours dehors. Pourquoi? Parce qu'on s'est planté de date d'ouverture de l'internat. J'arrive avec les 3 valises que j'ai achetées au marché Castor. Les 2 roues commençaient à souffrir. À la gare de Tours, je trouve le moyen d'arriver à l'internat. On me dit, mais monsieur, c'est pas là. C'est les lycéens qui doivent rentrer là. Les post-bac, c'est jeudi. Je dis, pardon. Est-ce que vous pouvez me trouver? Non. Je suis allé à la gare, c'était difficile. 3 jours, en plus tu avais la petite monnaie que tes parents t'ont donnée pour acheter les fournitures, etc. Tu es obligé de grignoter. Tu es obligé de grignoter dessus. Et c'est là où aussi je remercie pas mal d'associations africaines. Parce qu'un d'entre eux
m'a reconnu au commissariat, parce que la gare, à un moment, ils ont appelé, ils ont vu un petit jeune maigrichon qui traînait en bas. Ils m'ont appelé, là, les policiers sont venus. Je leur ai expliqué, et quand j'ai dit que j'étais en classe préparatoire tout de suite, ils m'ont accueilli, etc. Et puis c'est là-bas que j'ai retrouvé une policière qui s'appelle Mireille. Voilà, qui a appelé une association sénégalaise qui est venue me chercher et qui m'ont accueilli chez eux pendant ces 3 jours et avant que je rejoigne l'internat. Donc, message aux jeunes, être africain, c'est bon, c'est fort, c'est une identité. Même quand vous parlez, ne cachez pas vos accents. Parce que ça crée de la curiosité et ça crée du dialogue avec les Français, avec les Suisses, avec les Américains. Être africain, c'est riche en valeurs, en éducation, en religion. Et c'est ça qu'on transporte avec nous. Et c'est ça qui crée notre unicité, notre identité. Est-ce que tu vois? Gardez-la au plus profond de vous. Rapprochez-vous des associations africaines, sénégalaises, peu importe. Faites du bénévolat là-dedans. Parce que ça va vous faire rencontrer du beau monde. Et la culture du réseau, vous l'aurez dedans. Et un jour, vous en aurez besoin. Pour un stage, parce qu'à la préfecture, ça ne va pas. Pour le premier stage, les changements de statut, les problèmes, tout simplement. Les problèmes? Ah oui. Si c'était à refaire, tu serais venu en France à l'âge de 18 ans? Alors, déjà, ce n'était pas dans le plan de venir en France, parce qu'on avait des besoins plus primaires à Grand Yoff. C'est manger, boire, payer la scolarité. Voilà, c'est l'abnégation de mon père qui a permis ce rêve et le travail que je fournissais en faisant des concours, etc. etc. Si tout ceci était à refaire, je pense que j'enlèverais rien du tout. Rien du tout. Parce que la somme de tous ces événements ont fait le Roger Thiam que tu as en face de toi. Le fait d'être étudiant, d'être expulsé, et qu'un pote, Bokar Thiam, que je cite, vienne te chercher. Le fait que tu arrives le premier jour, problème, commissariat, l'association vient te chercher. Petit Sénégalais, les courses-poursuites parce que c'était de l'informel. Est-ce que tu vois? Etc., etc. ont créé le Roger qui est venu en prépa, qui a pris le lead dans le prépa. On a dit qu'il veut être délégué, j'ai levé la main, alors que je viens d'arriver en France. On a à l'internat qui va être délégué de l'internat, j'ai levé la main. Parce que j'étais persuadé que j'avais ce leadership-là. Et je veux que ces jeunes soient animés par ce leadership-là. Parce qu'ils l'ont. Parce que l'Afrique l'a mis en eux. Le premier stage, arriver en école d'ingé, rejoindre la junior entreprise, commencer à travailler avec les entreprises. Les premiers stages, les traces que tu laisses là-bas, etc., etc., etc. Il n'y a plus de mur de glace. Ça, c'était à l'époque de nos papas. Aujourd'hui, c'est que le meilleur gagne. Il faut bosser excessivement dur. Ne pas compter ses heures. Y croire fortement. Parce que ton avenir, en fait, c'est toi. C'est toi qui le crée. C'est pas Mademba, c'est pas Massamba, comme on dit chez nous. C'est toi qui le crée. Si tu n'as pas le savoir, va l'acheter à la FNAC, et quand tu as les moyens, prends un cabinet qui te donne ce savoir. Il n'y a plus de limite. Il faut y aller. Il faut foncer. Voilà. Et la place de l'Afrique demain, c'est la somme, justement, de nos ambitions. C'est la somme de nos carrières. C'est la somme de l'éthique, des valeurs qu'on a appliquées dans la gestion de l'administration comme dans la gestion des affaires privées. Donc nous sommes l'avenir, nous sommes l'Afrique. Donc ça, c'est un message que je veux adresser à tous les jeunes. Il faut y croire. Quand tu as un projet, tu as l'idée, le premier problème que tu as, est-ce que j'ai l'argent? Va le chercher, l'argent. Comment? Parle-en à des proches.
Parle-en à tes proches. Fais un job étudiant, garde l'argent. Parce que tes premiers clients, c'est tes proches. Tu ne peux pas obtenir des choses gratuitement. Quelqu'un, tu ne vas pas appeler un tonton qui va te donner 1 million pour que tu démarres. Va faire un job étudiant. Garde-le. Économise. Organise-toi. Écris-le sur un papier. Lis-le. Oui, si j'ai 1 million, je vais faire ça. Tac, tac. Tu l'écris. Et tu suis ce plan. Parce qu'il y a beaucoup de distractions dehors. Il faut suivre le plan. Quand on crée un plan, c'est pour le suivre. Et lorsqu'on s'engage après l'avoir pensé ce plan, il n'y a plus de marche arrière possible. Il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Tu as préparé ton plan. Tu as mis tout entre les mains de Dieu. Et tu t'es concentré dedans. Il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a que des étapes. Prends les escaliers et tu vas y arriver. C'est certain. Dieu revient toujours dans ton discours. Dieu. Ouais. Dieu et Roger. Ah oui. Parce que ma vie est une ironie. C'est une ironie du sort. Et c'est le travail que ma mère a accompli et mon père ont accompli est juste considérable. Évoluer dans l'univers de la finance est excessivement difficile. Réussir à intégrer son enfant dans cet univers, c'est venant de Grand Yoff Xarial, c'est un miracle. Donc, pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une réussite, je me dis, mais pourquoi Roger? Pourquoi moi? Parce qu'il y a 10 000 fois plus intelligent que moi à Grand Yoff. 10 000 fois plus intelligent. Et moi, un moment, on m'a... Voilà. Et donc, à chaque fois que je fais quelque chose, je pense à tous mes gars. Yom Papisco, le zoo, je vais les citer un peu. On a grandi ensemble, ils étaient 2 fois plus brillants que moi. C'est juste que, avec ma grand-mère, j'étais un peu plus organisé. J'étais dans le commerce très tôt, j'écrivais très tôt, je calculais très tôt. Et donc, à chaque fois, je me suis dit, à chaque victoire, je me suis dit, mais il faut que je rende grâce à Dieu. C'est pour ça que des fois, ma femme me dit, mais pourquoi quand tu pries, tu dis tout le temps merci, merci, merci. J'ai dit parce que c'est la meilleure prière que je sais faire. Il m'a donné la vie, il m'aide au quotidien. Et quand je réussis, bah, je dis merci. Merci à Dieu. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un son que j'aime beaucoup, d'un ami qui s'appelle Peter the Teacher, qui s'appelle Djaja. Une belle musique, c'est du reggae, j'adore le reggae. Peter the Teacher, c'est quelqu'un qui... C'est un jeune entrepreneur, c'est lui qui a le réseau Laser Cut, les salons de coiffure ici. Quand on est venu jeune, il faisait partie de ceux qui nous coachaient. Des fois, tu venais, tu dis, oh, les 1000 euros que j'ai gagnés, que j'ai investis dans le pneu là, qui devait aller au Sénégal. Le gars, il m'a volé les pneus, il m'a pas donné l'argent. Et il te dit, repars bosser. Il fait de la musique. Et dans ce son Djaja, il rend grâce à Dieu pour tout le trajet qu'il a fait. Lui, et pour tout ce que Dieu fait pour les jeunes qui partent dans les pays sans avoir de proches forcément. Et qui arrivent à vivre, subsister, survivre dans ces pays-là. Il rend grâce à Dieu pour nos mamans, pour l'aide, pour pas mal de choses. C'est pour ça que ce son, quand je l'écoute tout le temps, j'ai l'impression de faire une prière. Donc oui, je parle de Dieu parce qu'il est présent en nous et on y croit. C'est pas parce qu'on est en France qu'il ne faut pas en parler. C'est un pays laïque, on sait faire la part des choses. Mais ce qui est en nous, ce qui fait partie de notre identité se voit. Donc, pas besoin de frein pour le cacher. Même en réunion, des fois, je dis, je rends grâce à Dieu. Et des fois, et maintenant, mes collègues sont habitués façon de Voilà. Donc, la perception que les autres ont de nous, bah, c'est nous qui la créons. Mais s'ils voient une identité qui reste constante, une identité censée être unique, ne pas bouger dans le temps, finalement, ils acceptent. Et ils trouvent ça original. Ils t'invitent autour de la table. Donc,
donc oui, Dieu est très, très, très présent dans ma vie. Voilà. Roger, merci. Merci. Ça se termine déjà. Ça se termine. J'ai envie de continuer, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ça permet de se livrer. C'est un exercice qui n'est pas très simple, mais ça permet de se livrer, de parler de ce qu'on fait, d'échanger avec toi que j'aime énormément. Charles. Merci, Roger, je te suis sur les réseaux. C'est réciproque. Le magazine Biramawa m'avait fait un interview il y a quelques années. Entre-temps, j'ai vu l'évolution que ça a fait. On parle le même langage entre entrepreneurs, entre frères sénégalais, frères africains. Et surtout, le plus important, ta vie est aussi une inspiration pour moi. Parce que l'univers de la com n'est pas simple. Et je te vois, regarde tout à l'heure en bas, sous la pluie, avec tes équipes. Tu fais des trajets pour faire ça, alors que tu as ton propre job à côté. Si ça, c'est pas de la résilience, c'est une leçon, je vois pas ce que c'est. Voilà, donc merci à toi, merci à tes équipes. Et j'espère que les jeunes qui nous regardent, dont je fais partie, je suis pas vieux. Moi non plus, je suis pas vieux. Voilà. J'espère vraiment que ils vont peut-être s'inspirer de ça, mais moi, ce que j'attends, c'est que tu ailles les interviewer aussi, afin que moi aussi je puisse m'inspirer de leur vie, de leur parcours. Voilà, c'est cette addition, je crois en cette addition-là. Donc merci à toi, merci à tes équipes d'être venus chez Swen. Merci à Swen aussi d'avoir bien voulu nous accueillir dans ces locaux. Avec plaisir. Merci Roger.